Bonsoir à tous, Mediapart Live continue. Désengagement des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, frappe israélienne contre les positions iraniennes en Syrie et des dizaines de Palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. Plus que jamais, le Moyen-Orient est en proie aux rivalités entre États, aux répressions contre les peuples, et rien n'est arrangé par les choix erratiques de la diplomatie de Donald Trump. Pour prendre le temps de comprendre et d'en parler ce soir sur Mediapart, nous recevons 4 invités. Pour commencer, Manaz Shirali, vous êtes politologue, vous êtes enseignante et vous êtes auteur de La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran. Nous recevons aussi Leïla Serra. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, spécialiste du conflit israélo-palestinien et en particulier du Hamas. Et puis, nous recevons aussi Pierre Conessa. Vous êtes ancien haut fonctionnaire à la Défense et aujourd'hui, vous écrivez des ouvrages dont l'un s'appelle Dr Saoud et Mr Djihad. C'est un essai sur la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Et puis, nous recevons Delphine O. Vous êtes députée de la République En Marche. Vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Iran et cofondatrice du site Lettres Persanes. Je me tourne vers vous, Delphine O, en premier, parce que vous avez fait partie de ceux qui ont lancé l'alerte très tôt sur le risque qui pesait sur ce fameux accord nucléaire entre l'Iran et les puissances occidentales. Ça va même un peu plus loin, puisque cet accord de Vienne, qui avait été signé en juillet 2015, il était signé entre l'Iran, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc avec la Russie et la Chine, et puis endossé par l'Union européenne aussi. Et Trump vient de piétiner cet accord en dépit de tous les efforts qui avaient été faits. La première question, c'est pourquoi les Européens et la France ont échoué à faire renoncer Trump à cette décision? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'était une promesse de campagne de celui qui était à l'époque le candidat Trump. Il l'avait dit très clairement. Et s'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Donald Trump, en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas être fidèle à ses promesses de campagne. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Il s'est contenté sa base électorale. Effectivement. Donc il y avait vraiment un engagement électoral. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il voulait déchirer cet accord qui, selon lui, était le plus mauvais accord jamais conclu. Donc ça, on pouvait s'y attendre. Maintenant, je pense que c'était important d'avoir ces efforts diplomatiques, d'avoir vraiment cet engagement diplomatique, comme l'a eu le président Macron en allant aux États-Unis, en rencontrant le président Trump, pour essayer de le convaincre. Je pense que si on n'avait rien fait et qu'on était resté inactif en France, on nous l'aurait clairement reproché. Maintenant, le président Macron, quand il est parti des États-Unis, l'avait dit dans un aparté avec des journalistes, il avait dit « Je pense en effet que je n'ai pas réussi à le convaincre ». Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Il avait proposé un accord plus large, vous vous en rappelez, avec 4 piliers, dont le premier pilier est le JCPOA, donc l'accord nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, et avec un deuxième, un troisième et un 4e pilier qui sont les sujets qui inquiètent les Américains, mais qui nous inquiètent nous aussi Européens. Oui, et sur lesquels... autres sujets, il y avait le nucléaire civil. Alors, le deuxième pilier, c'est en fait l'accord nucléaire, mais après 2025. Donc aujourd'hui, l'accord nucléaire s'arrête à 2025. Et donc c'était comment est-ce qu'on continue à mettre des checks and balances sur le programme nucléaire militaire iranien après 2025. Les checks and balances, c'est des processus de vérification. Voilà, c'est ça, le processus de vérification et faire en sorte que l'Iran n'accepte pas la bombe. Ça, c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'était la question du balistique, donc des essais balistiques, des missiles balistiques iraniens. Et le 4e pilier, c'était les activités régionales de l'Iran, donc en Syrie, au Liban, etc., au Yémen, etc. Donc ça, c'est un package dont on avait parlé avec le président Trump. Maintenant, il a pris sa décision. Il faut dire que c'est une décision souveraine des États-Unis qui se retire de l'accord. Malgré tout, c'était quand même un accord international qui n'a pas été comme le soutiennent certains républicains, signé par le président Obama. Il a été signé par les P5+1, donc les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Iran. Il a été avalisé par le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, notre position, c'est de dire les États-Unis sont souverains, nous regrettons leur décision, mais c'est une décision souveraine de se retirer de l'accord. Mais nous voulons rester dans l'accord. Et jusqu'à preuve du contraire, les Iraniens veulent aussi rester dans l'accord. Une petite question, est-ce que précisément ce n'était pas une erreur d'accorder à Trump, au fond, le fait qu'il y aurait une renégociation avec plusieurs piliers qui viendraient s'ajouter à l'accord? Est-ce que la France a un peu affaibli sa position en faisant presque trop de concessions alors que Trump était sûr de... Non, je ne pense pas. Je pense qu'il aurait été une erreur, c'est en fait de ne rien proposer. Parce que si on n'avait rien proposé, au lendemain de la décision de Trump, qui de toute façon était un peu actée d'avance, on se serait retrouvé avec aucun horizon, aucune proposition, aucun sujet de négociation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer depuis la décision de Trump qui a été prise il y a 2 semaines jusque dans les 6 prochains mois? On continue les négociations
dans le format E3, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et les Allemands, avec les Iraniens, puis avec les Russes et les Chinois, qui eux aussi restent signataires de l'accord. Donc on continue d'un côté avec l'Iran pour faire en sorte que cet accord ait encore du sens, mais à côté de ça, on continue aussi une négociation avec les Américains sur les 3 autres piliers que je décrivais tout à l'heure. Et ce qui serait une erreur, c'est aussi de dire que ces 3 autres piliers, on vient de les découvrir. Ça fait déjà un certain nombre de mois, notamment, enfin moi je sais depuis que j'ai été élue députée, depuis que Emmanuel Macron a été élu, que nous discutons avec les Iraniens de ces sujets. Nous discutons de la Syrie, nous discutons du Liban, nous discutons du Yémen. Aujourd'hui, il y a des négociations des E3 avec l'Iran sur le Yémen. Les E3, pour les gens qui nous écoutent. Donc c'est la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc c'est les 3 puissances les plus importantes aujourd'hui en Europe qui avaient été signataires de l'accord et moteurs sur l'accord. Aujourd'hui, ils sont moteurs sur le Yémen, même si on n'a pas encore de résultats. Donc on continue ces négociations et je pense que c'était important de dire qu'on est aussi inquiet sur les autres sujets, de montrer aux Américains que nous ne sommes pas naïfs par rapport à ces sujets-là. C'est ce que vous êtes allé faire, c'est pas un secret, vous avez fait un voyage tout récemment aux États-Unis. Vous avez rencontré beaucoup de gens, oui. Pas seulement au Congrès, mais aussi à la Maison-Blanche, au département d'État. C'était quoi l'objet de ces conversations ? En fait, c'était une sorte de suivi de l'initiative que j'avais lancée avec des collègues allemands et britanniques, donc des députés du Bundestag et de la Chambre des communes, qui était en fait une lettre adressée au Congrès américain avant la décision du président Trump, qui avait été signée par plus de 500 parlementaires de nos 3 pays, donc les E3, de tous les partis politiques, à la fois en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et l'idée de cette lettre, c'était d'enjoindre le Congrès américain, justement, de ne pas se retirer de l'accord, en leur disant que cet accord est un pilier de la sécurité collective pour nous au Moyen-Orient, mais aussi qu'il est finalement une preuve de la force de cette alliance transatlantique que nous avons, nous, Européens, avec les Américains. Donc, dans la suite de cette lettre, qui avait été signée, encore une fois, par un très grand nombre de parlementaires, j'ai voulu faire un peu le suivi en allant aux États-Unis, en me rendant aux États-Unis avec un de mes collègues allemands. Donc, c'était une délégation franco-allemande, un peu inédite, puisque c'est 2 parlementaires. Et donc, on a effectivement rencontré des gens à la Chambre des représentants, au Sénat, et puis surtout au département d'État et au Conseil de sécurité nationale, donc, qui est dirigé par John Bolton, qui est un revenant de l'époque Bush. Oui, et lui, c'est le dur. Hein, c'est le dur, lui voilà. qui... donc, on a vraiment rencontré les Mmh. durs de l'aile droite du Parti républicain pour à la fois essayer de comprendre quelles sont les prochaines étapes de la stratégie américaine, si tant est qu'il y ait une stratégie américaine, on n'en est pas certain aujourd'hui, et puis aussi pour porter un message, ça c'était très important, un message d'unité de l'Europe, d'où la délégation franco-allemande, et un message de fermeté en disant... Aujourd'hui, encore une fois, votre décision est souveraine, mais respectez aussi notre souveraineté. Ça, c'est un concept qui est central dans les discours et dans la pensée d'Emmanuel Macron sur la souveraineté, non pas nationale, mais européenne, sur la capacité de l'Europe de faire face à des grandes puissances comme les États-Unis, mais aussi la Russie et la Chine, et en disant qu'il ne fallait pas que les États-Unis réimposent des sanctions secondaires, donc c'est des sanctions qui vont pénaliser nos entreprises européennes, qui ont repris légalement du commerce, des activités commerciales avec l'Iran. Et voilà, donc c'était vraiment une question de souveraineté. Alors, on va parler de la suite et des marges de manœuvre que les Européens peuvent avoir. Je me tourne vers vous, Manaz Shirali, puisque vous connaissez bien l'Iran, vous avez travaillé sur le régime iranien. Dans un article récemment sur Mediapart, Jean-Pierre Perrin faisait une analyse en disant... Finalement, beaucoup de commentateurs pensaient que la décision de Trump allait favoriser les durs du régime, qui allaient se venger du président Rouhani, qui est considéré comme plus réformiste ou plus pragmatique. Et ils faisaient l'analyse que finalement, le régime restait assez soudé en fait, face à l'adversité, et en essayant malgré tout de faire vivre cet accord qui est assez important pour l'économie du pays. Est-ce que vous avez la même grille de lecture de ce qui est en train de se jouer du côté du régime iranien ? Je pense qu'on a un peu exagéré sur les durs et les modérés du régime. Dès le début, c'est une fausse dichotomie, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre eux. Ils faisaient du pareil eux-mêmes. Ouais. Dès qu'ils se sentaient menacés, ils se solidarisaient immédiatement. On a vu pendant le mois de janvier, quand les Iraniens étaient en rage, ils étaient en contestation dans les rues, dans les manifestations majeures dans 107 villes iraniennes. Et les gens sont sortis pour dénoncer les politiques de ce régime. On a vu à quel point, soi-disant, les modérés et les durs se sont solidarisés. Ils disaient exactement la même chose et ils étaient très
solidaires dans la répression qu'ils ont infligée à la contestation des Iraniens. Donc vraiment, je ne vois pas très bien la différence entre les deux. Alors, peut-être pour prolonger ça, comment vous voyez le fonctionnement de ce régime? Parce que c'est vrai que vu de très loin, quand on ne connaît pas l'Iran, on entend parler des fois, voilà, le guide suprême, etc., comme si c'était une personne qui tirait toutes les ficelles. Bon, évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est un régime où il y a l'air d'avoir plusieurs factions qui s'équilibrent les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Il faut un semestre entier pour expliquer comment ça... On va essayer de faire plus court. Mais en tout cas, il y a en Iran, le vrai pouvoir est dans les mains de guides de la révolution, disons quelque chose dans les 90%. D'accord. Et le président les gardiens de la révolution. Non, guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. D'accord. Et le président de la République, en fait, il présente le pouvoir de façade. Il a quelque chose dans les 10%, pas plus que ça. Il a le droit de parler avec la communauté internationale pour donner le change, pour faire une belle image de l'Iran, mais il ne faut pas qu'il aille plus loin. Donc, vraiment, on voit que le pouvoir n'est pas aussi séparé et le président de la République, il fait tout avec l'autorisation sous l'égide de guide de la République, guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Oui. Et du coup, je prolonge ma question sur comment ce régime reproduit son pouvoir. Parce que vous avez évoqué la répression, elle a été réelle, on l'a vu, vous avez cité les événements des derniers mois. Est-ce qu'il n'y a que de la répression ou est-ce que quand même il n'y a pas d'autres mécanismes idéologiques, matériels, par lesquels les élites dirigeantes iraniennes reproduisent un socle de légitimité, même si celui-ci s'effrite? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, après 40 ans de la République islamique, le mot légitimité n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que quand la plupart des Iraniens ont appauvri à ce point-là, quand la société iranienne est appauvrie, quand pendant 4 siècles, toute voix dissidente a été réprimée, et surtout après la guerre, on a trouvé que la légitimité vraiment est très très fragile. Mais aujourd'hui, parler de la légitimité, c'est vraiment, je pense franchement que c'est un peu dépassé. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'a pas beaucoup de légitimité auprès des Iraniens, on l'a vu. Et on l'a vu aussi à la suite du retrait de Donald Trump de l'accord de 2015, les Iraniens ne se sont pas solidarisés, il n'y a pas eu de manifestation de colère, ça s'est passé vraiment d'une manière très calme. Bon, les Iraniens sont inquiets, bien sûr, parce que l'avenir est noir maintenant. Avec les sanctions, ça n'est pas du tout quelque chose de facile à vivre pour tout le monde. Mais le fait est que l'accord lui-même, en 2015, n'a rien apporté. Les gens attendaient beaucoup de choses, attendaient l'amélioration de niveau de vie en Iran. Ils attendaient que ce régime s'intéresse un tant soit peu aux intérêts nationaux de ce pays, alors que ce n'était pas le cas. Tout l'argent qu'on n'a pas véritablement compris combien c'était, ils n'ont jamais jugé digne de donner le bilan au peuple iranien. On sait que c'était quelque chose dans les 160 milliards ou 200 milliards de dollars, mais personne n'a jamais su le montant exact. Alors donc, cet argent, on ne l'a pas vu en Iran. Le niveau de vie des Iraniens, le pouvoir d'achat des Iraniens n'a pas augmenté. C'est la raison pour laquelle les Iraniens étaient vraiment en rage quand en janvier ils sont sortis dans les rues, ils ont dénoncé les politiques néfastes de la République islamique. Alors on a vu à quel point ce régime a perdu sa légitimité et son assise populaire. Delphino, vous vouliez réagir à cette analyse. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous sur l'analyse de la légitimité, mais on va pas revenir sur effectivement 40 ans de République islamique. Je voulais juste dire 2 points. Je pense que moi, ce que j'ai vu, j'étais en Iran au moment de la conclusion de l'accord, j'y vais en Iran, et on a vu, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu d'explosion de colère au moment de la décision de Trump. Je pense que malheureusement, simplement, les gens étaient vraiment désespérés et résignés. En revanche, ce qu'on a vu, c'est au moment de la décision, au moment de la signature de l'accord, en juillet 2015, on a vu des explosions de joie. Évidemment. On partout a tous dansé dans les rues de Téhéran. et dans toutes les rues de partout. Ravie. J'ai dansé avec les autres, on était ravis. Parce qu'on attendait beaucoup de choses de cet accord et rien n'a changé. Oui, mais alors, cet accord, on ne lui a jamais donné la chance d'exister, puisque moins d'1 an, donc c'est signature juillet 2015, Implementation Day, donc c'est le jour où ça commence à être mis en œuvre début 2016, novembre 2016, Donald Trump est élu, sachant qu'on commence à savoir qui va gagner et qui passe son temps à dire de toute façon, si j'arrive au pouvoir, cet accord, je vais jeter à la poubelle. Donc dès l'élection de Donald Trump, de toute façon, l'impact économique attendu,
pour les entreprises européennes comme pour l'Iran est annulé de facto, puisque les entreprises n'investissent plus. Donc en fait, cet accord, on lui a reproché beaucoup de choses, mais on ne lui a jamais donné une réelle chance d'exister et de faire ses preuves. Donc il y a eu des très mauvaises décisions, il y a des très mauvaises décisions économiques qui sont prises par le gouvernement iranien, ça on ne peut pas le nier, mais je pense que le fait que les retombées de l'accord n'aient pas été vues n'ait pas été ressenti par le peuple iranien, c'est pas tellement le fait du gouvernement iranien. Pour le coup, là, c'est vraiment le gouvernement américain. C'est quand même 200 milliards de dollars qui ont été débloqués par les États-Unis. C'était la richesse de l'Iran qui a été débloquée. Et l'Iran n'a jamais vu, en fait... Ne dites pas un chiffre pareil, c'est pas vrai. Les sanctions n'ont jamais été levées par les États-Unis. Les sanctions datent de 1979. Je ne parle pas des sanctions, je parle de ce que les Iraniens eux-mêmes ont déclaré. Il n'y a pas eu de déblocage de l'argent par les Américains. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Les Américains ont joué pour le retard dans l'application de la levée des sanctions pour une raison assez simple, c'est que justement depuis 1979, il n'y avait plus d'affaires américaines en Iran. Prenez le cas de l'aéronautique. Ils ont attendu que Boeing puisse signer un accord pour vendre des Boeing en Iran pour que Airbus puisse livrer les pièces détachées qui était utile pour toute la flotte iranienne qui était équipée d'Airbus. Vous savez qu'il y a eu des avions qui se sont cassés la figure avec des passagers civils dessus parce que l'embargo couvrait même les pièces détachées d'avions. Donc ne dites pas qu'il y a eu 200 milliards Non, ce n'est pas moi qui le dis. En fait, c'est l'argent qui a été débloqué. Mais d'où tenez-vous cette information? C'est pas vrai. Il n'a pas été débloqué. C'est marqué dans les accords, dans tous les documents que les Iraniens ont publiés. Cela dit, ils n'ont jamais donné le montant exact. C'était dans l'accord que chaque mois, 250... C'était dans l'accord que Trump vient de déchirer. Vous pensez bien qu'entre-temps, ils n'ont pas débloqué les 200 milliards, ça, bien entendu. Écoutez, non, ne dites pas une chose pareille. Les Américains n'ont jamais... En tout cas, les contrats honteux que les Iraniens ont signés avec les consortiums gaziers et pétroliers, y compris Total en France, étaient l'une des raisons pour laquelle les Iraniens n'étaient absolument pas contents de l'accord de 2015. Le contrat que le consortium géant chinois et français ont signé avec l'Iran, 51% Total, 30% les Chinois et 19% l'Iran. Cet accord a ramené vraiment l'histoire de British Petroleum en 1950 en Iran, que tout le peuple iranien s'est opposé à ce contrat parce que c'était quelque chose semblable, un peu mieux parce que l'Iran à l'époque avait 20%. Alors qu'aujourd'hui, avec ce contrat honteux... Avant Total, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'exploitation du champ minier. En tout cas, c'était beaucoup plus... Il n'y a aucune retombée. Ce n'est pas après... La technologie a tellement évolué que vous ne pouvez pas prétendre qu'aujourd'hui... Non, de toute façon, le pétrole iranien est en mesure d'exploiter... La République islamique aurait dû mieux négocier. 19%, c'est un... Non mais madame, ne réglez pas vos honteux. comptes avec la République islamique. On n'est pas sur ce sujet-là. On est sur un sujet... C'est la raison pour laquelle les Iraniens n'ont pas apprécié cet accord. C'est la raison pour laquelle le retrait de président Trump de cet accord n'a pas gêné les Iraniens outre mesure. La seule chose que les Iraniens demandent aujourd'hui, c'est un État qui tient compte d'abord des droits fondamentaux des Iraniens en Iran, des droits de l'homme en Iran, et ça n'a jamais été dans l'accord de 2015. C'est la raison encore pour laquelle cet accord de 2015 n'était pas un bon accord. Et on souhaite aujourd'hui que la communauté internationale entre dans les nouvelles négociations avec l'Iran. Ces nouvelles négociations doivent tenir compte des droits de l'homme et en plus des droits fondamentaux des Iraniens, et c'est qui a été bafoué depuis 4 décennies. Ce n'était pas le sujet de l'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Justement, c'est la raison pour laquelle cet accord n'était pas un bon accord. Cet accord ne réglait rien sur la situation intérieure et sur la question des droits de l'homme. Moi, j'aimerais continuer sur peut-être une autre dimension, mais on pourra revenir sur ce sujet-là. On a intitulé ce débat « Le grand jeu ». Donc, c'est en référence à une expression qui est très vieille, mais qui fait référence à ces rivalités de puissance qui ont lieu au Moyen-Orient. Il se trouve qu'on a un contributeur du club qui est Jean-François Bayard, qui a fait un texte justement après le refus de Trump de poursuivre l'accord, et qui s'amusait un peu en disant mais finalement on reproche tout le temps à l'Iran son ingérence dans la région, et c'est une ingérence qui existe dans certains pays évidemment, mais après tout on cherche moins de poux dans la tête à l'Arabie Saoudite, qui est aussi évidemment la grande puissance rivale de l'Iran. Je me tourne vers vous, Pierre Conessa. Est-ce que vous jugez qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures de la part des puissances occidentales vis-à-vis de l'Iran et de l'Arabie Saoudite? Je m'étonne même que vous posiez la question.
Écoutez, d'abord sur Trump et les promesses électorales, excusez-moi, mais il n'a pas respecté tout ce qu'il dit, en particulier sur l'Arabie Saoudite. Il avait annoncé qu'il sanctionnerait l'Arabie Saoudite puisqu'elle finance la fondation Clinton. Mais enfin, on était dans une campagne électorale, donc on n'est pas obligé de prendre tout ça au pied de la lettre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les sanctions existent sur l'Iran de la part des États-Unis depuis 1979, depuis la prise d'otage de l'ambassade. Hein. C'est quand même un pays qui a été largement mis sous pression. Ensuite, 79, on rappelle pour ceux qui nous écoutent, c'est la révolution. Bon, je rappelle un épisode que la communauté pour lequel la communauté internationale n'est pas très, digne. Rappelez-vous que quand l'Irak attaque l'Iran, la communauté internationale, vous savez, la fameuse communauté internationale, met sous embargo l'agressé, l'Iran, pour soutenir l'agresseur, l'Irak. Vous vous souvenez de cet épisode glorieux? Bon. Et donc, il y a tout ce passé-là. Donc, il y a une des variables, je pense qu'on sera d'accord avec madame, pour lequel ce régime garde une légitimité, c'est le nationalisme iranien. C'est-à-dire, c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire, c'est un pays à qui on ne dicte pas tout à coup ce qu'il va faire. Et donc, de toute façon, quoi que pensent les gens du régime, de toute façon, l'idée de se voir imposer encore une fois par les États-Unis, et encore une fois par un personnage comme Trump, c'est quand même pas un personnage qui suscite l'enthousiasme, il y aura de toute façon une réaction, encore une fois, qui fait que la distinction entre modéré et dur ne signifie pas grand-chose. De toute façon, il y a une position dans laquelle le pays est mis sous pression. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où, effectivement, on est dans un espèce de triptyque que je trouve particulièrement inquiétant, parce que, d'abord, première remarque, le double standard, vous savez, on l'applique sur Israël tous les jours, on l'applique avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a un leader séduisant, qui sourit, etc., qui donne le permis aux femmes de conduire. Donc, vous voyez, on est dans la pleine révolution. Donc, on est dans un système totalement fou. Il y a un fait géopolitique dans la région, c'est l'Iran. Tous les autres pays sont des constructions récentes, avec des bases nationales très, très, très réduites, excepté l'Égypte. Tous. L'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, les États du Golfe. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, actuellement, on est en train de se monter une alchimie particulièrement inquiétante. Il y a une espèce de pervers narcissique qui s'appelle Trump. Il y a un mythomane menteur qui est Netanyahou. Et il y a en face de ça un Khamenei qui est un mystique. Oui, c'est un gentil monsieur qui, dès le début, n'oubliez pas, monsieur, que l'Iran est le seul pays sur la planète qui demande la disparition d'un autre pays, c'est-à-dire la disparition d'Israël. Donc, si la communauté internationale se méfie... Écoutez, l'Arabie Saoudite, jusqu'à ces derniers mois, était pour la disparition d'Israël. Il n'a jamais dit aussi, clairement, il n'a jamais dit qu'Israël doit disparaître de la même façon que les Iraniens, que les dirigeants iraniens. Je suis désolé, ça fait 40 ans. Tous les pays arabes étaient pour la disparition d'Israël. Le seul qui n'ait jamais combattu Israël, c'est effectivement l'Arabie Saoudite, pour une raison très simple, c'est qu'en 1967, ils ont envoyé une brigade qui est arrivée trop tard, c'était la guerre de 6 jours. L'Iran est le seul pays qui crie partout qu'Israël doit disparaître et que le chemin de la révolution islamique passe Intéressez-vous aux pays arabes, madame, vous devriez élargir votre cercle. Par le Beit el-Moqaddas. C'est le seul pays qui dit ça. Moi, je n'ai pas entendu. C'est vrai, les conservateurs arabes, ils étaient toujours contre Israël, on le sait, ça c'est banal, ça c'est même pas nécessaire de le dire, on le sait. Par contre, c'est le seul pays qui demande la disparition claire et nette d'un autre pays. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce réalignement justement entre Arabie Saoudite, Israël et États-Unis, cette nouvelle axe aujourd'hui, avec des réactions de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, etc., qui sont assez étonnantes vu leur position antérieure sur ce qui se passe en Israël. Précisément, et à Gaza. On va y venir, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a été nommé, qui est Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a été assez encouragé par toutes les décisions de Trump. Alors, on casse l'accord avec l'Iran, juste après, il y a les frappes israéliennes contre des positions en Syrie. On transfère l'ambassade américaine à Jérusalem et le jour même, en fait, on a cette manifestation à Gaza avec de nombreux morts. Je me tourne vers vous, Leïla Serra. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur le Hamas, qui, il se trouve, a des liens avec d'autres puissances, dont l'Iran. Et le Hamas a été accusé par Netanyahou, c'est-à-dire que parmi toutes les victimes de la répression de Gaza, le pouvoir israélien a dit de toute façon c'était des gens du Hamas, ce qui est très contesté. On avait Elias Sandbar la semaine dernière sur ce plateau qui disait c'est pas très crédible. Quel bilan vous tirez d'abord avec le recul de ce qui s'est passé à Gaza, et est-ce que ces liens Iran-Hamas, ça compte encore aujourd'hui dans ce qui se joue dans le pays? Je crois qu'il faut déconnecter les liens entre l'Iran et le Hamas de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il est clair que l'Iran est une puissance qui soutient le Hamas depuis au moins la fin des années 80, le début des années 90.
avec un double contexte qui était celui justement de la première guerre du Golfe, puisque l'OLP avait soutenu l'Irak de Saddam Hussein, et également le contexte du début des années 90 avec le début du processus de paix, les accords de Madrid, les accords d'Oslo, qui ont conduit l'Iran finalement à changer de partenaire en Palestine, à ne plus soutenir l'OLP pour soutenir finalement le Hamas. Mais il faut bien noter aussi que l'Iran ne soutenait pas uniquement le Hamas, mais d'autres acteurs islamistes palestiniens comme le djihad islamique. Ensuite, l'Iran a continué de soutenir le Hamas et ce soutien s'est accentué notamment après la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, puisque à la suite de cette victoire, le Hamas a été boycotté et donc n'a pas pu former un gouvernement, le gouvernement de palestinien après 2006, à la suite de sa victoire. Et pour survivre, donc pour pouvoir faire en sorte que ce gouvernement fonctionne, payer le salaire de ses fonctionnaires, seule la République islamique d'Iran était prête à financer le salaire de ses fonctionnaires. Donc l'Iran a été un véritable soutien inconditionnel et très important pour le Hamas, à partir de 2006 et également à partir de 2007, après la prise du pouvoir par la force par le Hamas dans la bande de Gaza. Il y a eu ensuite une petite période où les Iraniens se sont fâchés puisque le Hamas a décidé finalement, dans la crise syrienne, de ne pas soutenir Bachar al-Assad. Donc le manque de soutien du Hamas, qui a fermé ses bureaux à Damas, etc., qui s'est complètement désolidarisé de Bachar el-Assad pour un temps, a conduit les Iraniens finalement à baisser leur soutien matériel pour un temps. On ne sait pas vraiment si ça a duré 3 à 6 mois, etc. Mais on sait aujourd'hui que ce soutien a été rétabli. Alors, en ce qui concerne la marche du retour, on a aujourd'hui donc 118 morts depuis 6 semaines de mobilisation. Donc des mobilisations sans précédent, qui évidemment ont été tout au long de ces 6 semaines décrites par le discours israélien comme un mouvement orchestré par le Hamas. Donc évidemment, il faut ici essayer de contextualiser, de comprendre ce qui se passe, d'essayer de justement faire la part des choses, d'essayer de comprendre pourquoi, d'autant que les dernières déclarations du Hamas elles-mêmes alimentent cette propagande israélienne, puisque le Hamas, par la bouche de l'un de ses représentants, a déclaré justement le 14 mai dernier, au moment de ces très grosses mobilisations, le jour de déplacement. Ce qui s'est passé. Ce monsieur a déclaré que 50 des 62 victimes de la journée du 14 mai étaient affiliées à la branche armée du Hamas. Alors évidemment, ces discours alimentent cette propagande israélienne et il s'agit d'essayer de comprendre quel est le lien entre le Hamas et la Grande Marche du Retour. En réalité, il faut comprendre que d'abord, cette revendication n'a pas été prise en compte par le bureau politique du mouvement, alors même que le 30 mars, le premier jour des mobilisations, le Hamas avait également fait le même type de revendication, déclarant que 5 des 12 morts étaient des membres de la branche armée, avait même publié sur son site la photo de ces jeunes qui étaient morts pendant la manifestation en tenue militaire. Et justement, ça avait provoqué des critiques, etc. à Gaza. On disait que le Hamas était en train de faire couler la marche. Donc justement, le Hamas avait été très critiqué le 30 mars et n'a pas du tout reproduit la même erreur le 14. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 ? D'abord, le 14 mai, c'est ces fameuses 50 victimes appartenant au Hamas, c'est un dirigeant du Hamas qui l'a déclaré et non pas le bureau politique du mouvement. Donc déjà, on ne peut pas du tout dire que le Hamas revendique officiellement ces 50 morts, c'est faux. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi essayer d'inscrire cette revendication dans un contexte de lutte interpalestinienne. Pas seulement entre le Fatah et le Hamas, mais de compétition politique à Gaza. À Gaza, il n'y a pas uniquement le Fatah et le Hamas. Il y a le Hamas qui domine la bande de Gaza, mais il y a une multitude de factions palestiniennes qui, chacune, tentent de revendiquer des victimes. Voilà, donc le Hamas, quand le Hamas dit on a 50 morts, le djihad islamique à côté dit nous on a 3 morts, et le Fatah dit nous on a 30% de victimes qui font partie de nos rangs. Mais alors quand les autres factions palestiniennes qui le revendiquent, personne n'en parle. En tout cas, ce n'est pas du tout des informations qui sont relayées dans la presse internationale. Donc je crois que c'est quand même aussi important de souligner cet aspect. Et enfin, ce qui me semble aussi important de dire, c'est que cette déclaration du ce fameux représentant du Hamas, Salah Bardawil, qui a dit bon, on a 50 morts
qui appartiennent au rang du Hamas, finalement, il faut la lire également dans le contexte. Vous savez, Ismaël Haniyeh, donc le chef du bureau politique, s'est rendu au Caire pour discuter avec les Égyptiens du futur de la marche du retour. Les Égyptiens essaient de négocier pour que cette marche cesse et que finalement la situation revienne au statu quo ante. Évidemment, le Hamas a été critiqué a été accusé en fait, Ismaël Haniyeh, à son retour du Caire, a été accusé d'avoir vendu la marche. Les autres factions palestiniennes ont dit que le Hamas a vendu la grande marche du retour au Caire. Il a fait pour des petites concessions. Voilà, il va décider peut-être, parce qu'évidemment le Hamas domine la bande de Gaza, donc s'il veut par la force décider de mettre un terme à cette marche, il peut le faire. Mais il a été critiqué à la suite de cette visite, et c'est donc dans ce contexte qu'il faut aussi lire cette déclaration, au sens où Salah Bardawil a essayé de dire « mais comment voulez-vous que le Hamas vende la marche du retour alors qu'on a des jeunes qui sont morts dans nos rangs ?» Donc je pense qu'il faut comme ça essayer de remettre les choses à leur place, d'essayer de contextualiser les déclarations des uns et des autres, parce que finalement, sinon, on ne comprend rien. Il suffit de dire « Ah, bah vous voyez, c'est le Hamas qui le dit, donc c'est vrai ». Ça, c'est ce que Netanyahou a dit. Et pour la première fois, Netanyahou a dit « Vous voyez, pour une fois, je suis d'accord avec le Hamas ». C'est quand même un peu grotesque. Ce n'est pas parce que le Hamas dit qu'ils ont 50 victimes que c'est vrai. Il faut comprendre qui le dit. Est-ce que c'est revendiqué par le bureau politique ou pas? Pourquoi ce monsieur-là a déclaré ces 50 victimes? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Parce que si vous essayez de comprendre à Gaza ce qui se passe, des journalistes qui sont allés justement dans les funérailles de ces 50 ou 62 victimes de la journée du 14 mai n'ont pas vu un seul drapeau du Hamas. En fait, ces chiffres ont été largement amplifiés pour des raisons claires. Chacun essaye de tirer vers lui le plus de... Voilà, considérer que finalement, il fait activement partie de cette marche. Alors, précisément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces drapeaux. On a l'impression, en tout cas c'est ce qu'écrit dans Mediapart Thomas Cantaloub, qui a fait un parti pris sur le sujet, en disant finalement le mouvement palestinien passe un peu à un nouveau stade, une nouvelle stratégie, c'est-à-dire qu'il y a eu la violence armée, il y a eu ce que certains ont vécu par des compromissions en fait justement du Fatah, de l'autorité palestinienne, et que maintenant on a une forme de mélange entre non-violence, résistance passive, appel à la solidarité internationale, et qui se retrouve d'ailleurs sans défense face à tout le monde et lâché un peu par toutes les chancelleries. Est-ce que c'est un peu votre grille de lecture de ce qui se passe dans le mouvement palestinien actuellement, où tous les partis, y compris le Hamas, semblent avoir perdu de la crédibilité aux yeux de la population, et notamment les plus jeunes? Alors ça, il est clair que tous les partis ont perdu de leur crédibilité aux yeux de la population. Mais alors là, encore une fois, il faut essayer de préciser mouvement civil et factions politiques, parce qu'on a dit aussi largement, ce mouvement est déconnecté des factions politiques. Ce n'est pas vrai du tout. Ce mouvement n'est pas déconnecté des factions politiques, et à l'inverse de ce qu'on a pu voir dans les printemps arabes, en Égypte ou en Tunisie, où il y a une vraie spontanéité, en tout cas dans les premiers jours des mobilisations, où finalement on ne voyait pas du tout des partis traditionnels s'organiser. Là, à Gaza, ce n'est pas du tout le cas. À Gaza, c'est une initiative d'abord au tout début. L'idée de cette grande marche, c'était une idée qui avait été... qui venait plutôt d'un universitaire de la gauche palestinienne qui avait justement souligné cette initiative ou cette potentialité de, dans l'avenir, construire quelque chose qui serait de l'ordre d'une grande marche pacifique. Et justement, 2 ans plus tard, c'est des indépendants à Gaza qui se sont dit, voilà, on va se saisir cette idée, puisque cette idée est intéressante. Finalement, comme vous l'avez dit, la solution pacifique, la lutte armée, tout ça, finalement, on a bien vu que c'était pas du tout payant pour les Palestiniens. Organisons cette grande marche, mais cette marche du retour, elle est, dès le départ, organisée par les factions politiques. Pas par le Hamas, par l'ensemble des factions politiques. Donc vous avez un haut comité de coordination qui, dès le départ, va prendre en main cette marche, dès le 30 mars. Donc il n'y a pas de spontanéité comme dans les printemps arabes, en Égypte, en Tunisie. Mais dire ça ne veut pas du tout dire qu'un mouvement civil n'existe pas. Parce que justement, les factions politiques l'ont organisé et ont été elles-mêmes surprises de l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire des dizaines, le 30 mars, il y a plus de 70 000 Palestiniens à Gaza qui mobilisent aux frontières entre le nord et tout au long de la bande de Gaza, du nord au sud, 70 000 personnes qui mobilisent. Et pendant 6 semaines, donc non seulement en termes de chiffres, mais en termes d'ampleur, il y a même les factions palestiniennes ont été elles-mêmes surprises de l'ampleur qu'a pris finalement ce mouvement.
mouvement, des jeunes, des personnes âgées, des enfants qui tous les jours se rendent à la frontière. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, ce fameux débat mouvement civil, faction politique, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Donc je crois que, et pour répondre à votre question sur la résistance pacifique, alors la grande marche du retour a suscité aussi des débats à Gaza. Donc il y a des gens qui sont contre, qui disent tout simplement pourquoi les Palestiniens vont mourir. Ça ne sert à rien, ça ne sera pas payant, le blocus ne va pas être assoupli pour autant, puisque Trump finalement essaie de nous asphyxier, les Israéliens aussi, donc n'allez pas au front gratuitement, parce que tout ça pour rien presque. D'autres qui disent au contraire, qui suivent le quotidien des jeunes, qui mobilisent et qui les écoutent, et finalement qu'est-ce que nous disent ces jeunes? Ils nous disent mais vous allez mourir? Ils répondent, mais tout simplement, on va mourir, mais en même temps, sinon, on meurt de faim. Donc, et puis, moi, je préfère essayer de mourir. S'il y a un espoir que le blocus soit assoupli, levé, de toute façon, on est en train de mourir. Donc, et donc, finalement, et puis il y a même certains commentateurs, observateurs, journalistes qui ont changé d'avis, qui au début de la marche étaient très critiques et qui sont devenus plutôt actifs, qui participent activement, puisque finalement, ils ont pris conscience de la véracité de ces discours des jeunes qui n'ont plus aucune autre perspective, tout simplement. Je reviens sur Netanyahou et son action, son rôle international. Vous avez employé tout à l'heure le mot de mythomane. Alors, non, je dis que c'est un menteur. Un menteur. Oui. Alors, bon, écoutez, je vais vous citer un exemple. Député à la Knesset, il est le premier à parler du programme nucléaire iranien en 1987. Bon, moi, j'étais au ministère de la Défense. Les premiers documents de service de renseignement qui commencent à évoquer l'hypothèse d'un programme nucléaire iranien datent de 1992. Donc, il avait 5 ans d'avance, si vous voulez, dans l'affirmation du programme nucléaire iranien. Bon. Ces documents de service de renseignement commencent à simplement expliquer la chose de manière assez satisfaisante, c'est-à-dire c'est quand l'Iran découvre l'étendue des programmes d'armes de destruction massive irakiennes à la suite de l'embargo consécutif à la guerre du Golfe, qu'effectivement le débat s'installe en Iran sur l'hypothèse de la construction d'une bombe. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, tous les papiers que j'ai vus au ministère de la Défense annonçaient toujours la réalisation de la bombe dans les 6 mois. C'est ce qu'on appelle de la prospective glissante, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie d'une espèce de propagande. Et vous avez vu le dernier exercice de Netanyahou, ressortant des documents connus pour dire, regardez, on a la preuve qu'ils font un programme. Pourquoi c'est un mensonge? Pour une raison assez simple, c'est que même si vous avez la technologie, vous n'avez pas la bombe. Pour avoir la bombe, il faut faire des essais, il faut la miniaturiser, il faut la militariser, il faut trouver un vecteur. Bon. Donc, on sait très bien qu'il y a une échéance qui est au plus court de 2 à 3 ans. Bon. Donc, si vous voulez continuer à dire l'Iran aura une bombe dans 6 mois, c'est une manière d'entretenir sur le feu, si vous voulez, une espèce de pression avec une menace qui, effectivement, n'a pas de réalité physique. Bon. On avait abouti à un point de négociation qui était un point satisfaisant pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on reconnaissait à l'Iran d'être un pays du seuil, c'est-à-dire un pays pouvant éventuellement avoir la technologie, et maîtrisant la technologie. L'Iran s'engageait à arrêter ces centrifugeuses, qui sont les éléments, si vous voulez, constitutifs qui permettent de stocker de l'uranium enrichi. Et en échange, effectivement, sous le contrôle de l'agence de Vienne, ils arrêtaient le programme. Bon. Tout ça, c'est un équilibre stratégique. Ce n'est pas de la propagande. C'est-à-dire, on dit, oui, ce pays a eu, à cause de son histoire, et ça commence avec Mossadegh, eu des ingérences étrangères qui, depuis maintenant 70 ans, si vous voulez, s'occupent de ses affaires intérieures parce qu'il a du pétrole. Donc on était sur un équilibre qui, sur le plan stratégique, est satisfaisant. Maintenant, quand vous avez des gens qui ne veulent pas respecter cet équilibre stratégique, qui veulent le changer, et la conjonction, malheureusement, le tiercé Trump, Netanyahou, Mohamed Ben Salman, est particulièrement inquiétant parce que, justement, ils sont d'accord, tous les trois. Bon, Netanyahou, pour continuer à tuer des Palestiniens, quand même, on est à 118 morts pour une marche pacifique. On n'a pas eu souvent des exercices de cette nature, quand même. Trump, bah, vous connaissez le personnage, hein, je ne vais pas vous le décrire. Il est capable de mentir et de changer totalement des dispositifs internationaux. Sur le plan stratégique, quand même, tenez compte du fait que les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires. Les États-Unis n'ont jamais accepté les mécanismes de contrôle de la Convention sur les armes chimiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui dénonce un accord à 6 et il va engager des négociations avec Kim Jong-un sur le nucléaire iranien, sur le nucléaire coréen. Bon. Vous avez là, vous avez une description stratégique particulièrement inquiétante. Mais justement, dans la stratégie, on se fixe des buts. Et alors là, clairement, on est un peu dans le flou. Delfino le disait tout à l'heure. Sur les États-Unis, on se demande quel est le but final, puisque le changement de régime apparaît inatteignable. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent, y compris Netanyahou, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement? Je crois qu'ils cherchent la guerre, c'est tout. En fait, ouais, justement, j'allais compléter en disant qu'on a un alignement finalement un peu des va-t-en-guerre côté américain, côté israélien et côté saoudien aussi,
parce qu'on a l'impression que Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, a envie d'en découdre. Il en découd déjà au Yémen, mais on a l'impression qu'il a envie d'en découdre dans la région aussi. Et donc, on est arrivé quand même à une situation... Je précise pour ceux qui nous regardent, on a une crise humanitaire absolument 10 000 terrifiante. morts, on pourra revenir peut-être touchées par le choléra aussi, accessoirement. Donc on a un alignement de ces trois puissances et on est arrivé quand même à un point de tension assez fort parce qu'en un mois, si on revient sur le mois qui vient de précéder, on a quoi? On a la décision unilatérale des États-Unis de se retirer de cet accord nucléaire qui empêche l'Iran de se doter de la bombe, qui est quand même un pilier de la sécurité collective au Moyen-Orient. On a la décision américaine de transférer l'ambassade à Jérusalem. On a la Grande Marche qui a été très bien décrite. On a, suite à la décision américaine du retrait du JCPOA, des échanges assez nourris entre Israël et l'Iran sur le théâtre syrien pour la première fois. Bon, il y avait eu un drone qui avait été abattu, mais là, c'est la première fois. Donc, il y a effectivement et des Syriens et des Iraniens qui ont probablement été tués par les frappes israéliennes. Et donc, on a le télescopage, en fait, du dossier nucléaire et du dossier israélien et du dossier syrien sur le théâtre syrien. Et donc là, on arrive à une montée des tensions qui est très inquiétante. Et je pense que c'est vraiment un moment où on a besoin d'un regain de diplomatie, et c'est ce que la France, à mon sens, essaye de faire. Quand on a des États-Unis qui sont sur une seule stratégie, c'est de dire on va appliquer une pression maximale, et en fait la stratégie des États-Unis, c'est de dire sanctions, 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 sanctions. Donc au lieu de faire des sanctions un outil en fait au service de la stratégie, les sanctions deviennent la stratégie même. Alors qu'en fait, si on regarde un peu l'histoire de l'utilisation des sanctions, les sanctions sont utiles quand elles sont combinées à de la diplomatie. C'est ce qu'on a fait pour le JCPOA et pour l'accord nucléaire iranien. Pendant 12 ans, on a négocié, mais en même temps, on a imposé des sanctions à juste titre sur le gouvernement iranien. Et là, le problème, c'est qu'on a une divergence de stratégie où nous, on est fidèles aussi à notre héritage diplomatique en disant, avec les Européens, évidemment, on va continuer à utiliser la carotte et le bâton. Donc le bâton, parce que aussi il y a des sanctions qu'il faut peut-être remettre sur la question du balistique et la Syrie, mais en même temps, il faut continuer de engage, comme disent les Américains, donc continuer à parler, à négocier avec les Iraniens, parce que sinon, on n'arrivera à rien, et sur le balistique, et sur la Syrie, mais on peut pas et sur le nucléaire, et aussi sur le Yémen. Négocier sur quoi? Alors, à continuer la négociation sur quoi? Ça fait longtemps qu'on a des conversations sur l'interprétation juridique de ce à quoi les Iraniens ont droit en termes de missiles balistiques, sur la vente de missiles à des acteurs non étatiques, effectivement, comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis aujourd'hui au Yémen. Sur la Syrie, ça fait longtemps qu'on a des conversations. Évidemment, les conversations ne produisent pas des résultats immédiatement. Et c'est le problème des États-Unis qui disent, voilà, on n'a pas eu des résultats immédiatement. Mais la diplomatie, c'est une entreprise de longue haleine. Alors, on va revenir point par point sur justement cette dimension prospective de que peuvent faire les diplomaties de chaque puissance dans cet environnement-là qu'on vient d'écrire. Je me retourne vers vous, Manat Shirali, sur justement la stratégie du pouvoir iranien. C'est-à-dire que maintenant qu'il est mis au pied du mur, que les sanctions, ça va recommencer, que les Européens vont être mis sous pression pour arrêter tout investissement dans le pays, donc avec cette crise économique qui s'avance, eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Certains craignent que du coup ils fassent de la provocation, qu'ils disent du coup le nucléaire on va essayer d'y arriver. Certains pensent que tout simplement le régime va être pris à la gorge. Voilà, quelle est leur marge de manœuvre? De toute façon, ils ne peuvent pas entrer en guerre avec les États-Unis ou avec Israël, ça c'est clair. L'Iran n'a pas la capacité de se lancer dans une nouvelle guerre. Il est déjà embarqué dans 4 guerres dans la région. Alors les 4, c'est lesquelles? C'est avec Hezbollah contre Israël, avec la Syrie, il défend bec et ongle Bachar al-Assad, il défend les Houthis, et en Irak, il continue à financer les groupes extrémistes qui n'ont pas obtenu déjà, ce qui est une très très bonne nouvelle. Vous parlez ou des groupes islamistes? Non, monsieur, je parle de Hashd el-Sha'bi. Oui, mais je veux dire, vous êtes là dans un jeu politique irakien. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît? Oui, mais enfin, n'inventez pas des termes qui n'existent pas. Je vous en prie. Alors donc, le fait est que l'Iran n'a absolument pas la capacité d'entrer dans une nouvelle guerre. Le fait est que les caisses d'État sont vides. Le fait est que le retrait de Donald Trump est quelque chose de très bénéfique pour les Iraniens, dans le sens où le régime s'affaiblit. Et plus le régime s'affaiblit, les Iraniens sont contents. La preuve, c'est que mois de janvier, dans 107 villes iraniennes, tout le monde était dehors et il acclamait à bas le guide de la révolution.
pas dans pour cette ça. ville iranienne. Sans cette ville Et les manifestations iranienne. se Je suis désolée, lisez un petit peu les journaux. Donc, il y avait des revendications légitimes, et d'ailleurs, mais elles se sont essoufflées. depuis le mois de janvier, je tiens à vous informer, madame, que les manifestations n'ont pas cessé. Il n'y a pas un jour que les Iraniens ne sortent pas dans les villes, dans différentes villes de ce pays, alors que si les médias en France ne veulent pas transmettre les messages, les infos ou les nouvelles, ça c'est un autre problème. Cela dit, on est branché avec les médias sur les différentes chaînes internationales, donc on sait ce qui se passe. Quand on veut savoir, on sait ce qui se passe. Donc, pour revenir à votre question... Alors, en gros, pour que les choses soient claires, pour vous, en fait, tout ce qui se passe est une bonne nouvelle, puisque finalement, ça peut atteindre un changement de régime. Tout ce qui affaiblit la République islamique, tout ce qui affaiblit le régime actuel, c'est une bonne chose pour l'écrasante majorité des Iraniens. Mais je voulais retourner... Non, en fait, c'était cette articulation entre sanctions et diplomatie. Qui, je ne sais pas si c'est forcément comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, il est clair que les sanctions n'ont jamais conduit des dirigeants politiques à céder le pouvoir, et surtout pas dans des régimes autoritaires. Oui. Donc, oui, c'est ça. En fait, à la limite, historique pour le. Mais à la limite, l'Irak, l'Iran, et c'est ce que justement l'administration américaine, le Quartet et les pays arabes avec Israël ont tenté de faire à Gaza, c'est-à-dire imposer des sanctions au Hamas. C'était une manière de dire aux Gazaouis, on va asphyxier vos dirigeants. Et puis ensuite, vous lâcherez vos dirigeants. Mais comment dans un... Contraire, évidemment, ça peut... le nationalisme. Mais comment l'histoire de l'Iran... On laisse finir Leïla Serraj. Comment voulez-vous que dans un cadre autoritaire, cela se produise? Dans un cadre autoritaire, la population n'a pas les moyens de, par les urnes, passer et changer de direction politique. On ne change pas de gouvernement comme ça. Alors en Afrique du Sud, par exemple, les sanctions, elles ont été payantes parce que les sanctions, elles se sont imposées à qui? Elles se sont imposées au régime qui était dominé par les Blancs et qui finalement était un régime, bon, certes, qui privilégiait les Blancs, mais qui était une forme de démocratie. Pas démocratie au sens évidemment propre du terme, mais au sens de structure politique. Donc, évidemment, ça a pu marcher. Les sanctions ont été payantes. Finalement, l'apartheid aussi a été aboli à la suite de ces sanctions, mais c'est un peu le seul exemple qu'on a. Dans tous les autres régimes, que ce soit en Irak, en Iran ou ailleurs, les sanctions n'ont mené à rien. Oui, mais l'histoire du clergé chiite pendant 5-6 siècles a toujours montré. Depuis le XVIe siècle, que le clergé chiite s'est mis en place, s'est instauré, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque fois, le clergé s'est trouvé en face des gens qui tenaient la parole, qui étaient forts, il cédait, il se résignait. C'est la raison pour laquelle l'Iran est venu à la table de négociation il y a 10 ans. Et là, maintenant, ce qui montre, l'Iran a montré et réagi d'une manière très calme face au retrait de Donald Trump. L'Iran, depuis, a fait le profil bas et ils ne font pas du tout les menaces habituelles, ce qui laisse présager que les ayatollahs vont entrer à nouveau en négociation avec les Américains, mais cette fois-ci, ils ont véritablement intérêt à entrer directement en négociation avec les Américains, pas à travers les différents pays. Alors, si on se déplace sur... J'aimerais juste parce que... Pour terminer sur les sanctions, quand même, pour le moment, les sanctions ne sont appliquées que par les États-Unis. Hein. N'oubliez pas quand même qu'il y a 5 autres pays qui n'ont pas de raison d'appliquer les sanctions, en particulier la Russie et la Chine, quand même. Voilà, ma question... Et quand vous allez effectivement en Iran, vous voyez bien que la présence des pays asiatiques est fréquente dans tous les domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire que plus personne n'applique les sanctions, en tout cas avant que de nouvelles pénalités ne tombent par la justice extraterritoriale américaine. Voilà, ma question portée là-dessus, c'est effectivement, on parle de cette extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire qui menace les autres parties prenantes de l'accord en disant vous ne continuerez pas à appliquer l'accord parce que sinon, moi je vais pénaliser vos entreprises, vos agents économiques, et avec le rôle central du dollar, on l'a documenté sur Mediapart avec Martine Orange, avec le rôle central du dollar, je peux vous faire très mal et vous faire plier. Donc concrètement, est-ce que les Européens ont une voie de sortie pour échapper à cette épée de Damoclès, pardon. C'est pas que le rôle central du dollar. Il suffit, par exemple, qu'il y ait une personne, par exemple, si c'est un Français, une entreprise française qui a la double nationalité américaine, pour que l'entreprise soit concernée. Il suffit même qu'il y ait un email qui ait été routé via un serveur installé aux États-Unis pour que les États-Unis considèrent que leur sécurité est mise en jeu et qu'ils appliquent ces sanctions primaires et les sanctions secondaires. Là, c'est vraiment, effectivement, on a une fenêtre de 6 mois, puisque les États-Unis ont dit les entreprises européennes, russes et chinoises ont 180 jours, donc 6 mois jusqu'au 4 novembre,
pour en fait réduire leurs activités économiques commerciales avec l'Iran jusqu'à 0. Au bout de 6 mois, le 4 novembre, les sanctions secondaires s'appliquent de nouveau. Donc on a une fenêtre de 6 mois, nous, Européens, quand je dis nous, c'est vraiment pas seulement les Français, mais avec les Européens à la fois dans le cadre du E3, donc les Allemands, les Britanniques et puis l'Union européenne, pour arriver en fait à la fois à inventer ou réactiver des mécanismes de protection de nos entreprises, toujours au niveau français et au niveau européen, pour leur permettre en fait de créer une sorte de corridor sanitaire qui les imperméabilise par rapport à cette extraterritorialité américaine. Donc ça, c'est la partie protection, sauvegarde. Et puis la partie aussi négociation un peu dure. Et moi, c'est le message que j'ai essayé de passer à Washington en disant n'allez pas contre notre souveraineté. Vous défendez vos intérêts, c'est votre droit, mais nous défendrons nos intérêts. C'est un discours qu'ils ont peu l'habitude d'entendre de la part des Européens, parce que les Américains, surtout les républicains, ont un peu tendance à se gausser des divisions de l'Union européenne, des 28. Donc ils ont l'impression que les Européens sont incapables de se mettre d'accord sur une nouvelle batterie de sanctions ou sur des représailles, peut-être même contre les États-Unis. Nous, on ne veut pas en arriver là. Mais c'est important de porter ce message politique fort à tous les niveaux, au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de l'Élysée, au niveau des parlementaires et de la société civile, en disant qu'on comprend leur souveraineté, encore une fois, mais on va défendre notre souveraineté aussi. Alors, moi j'avais une question, et je vais donner la parole à Pierre Conessa là-dessus, parce que vous avez travaillé sur l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, quand même, de la France à vouloir, effectivement, sauver l'accord avec l'Iran, et puis, dans ce grand jeu qu'on a décrit, la France fait preuve de, on va dire, une certaine complaisance avec l'Arabie Saoudite. En tout cas, elle a des multiples engagements, y compris commerciaux, avec elle. Est-ce que c'est une vision caricaturale Non, ce n'est pas une vision caricaturale. Moi, j'ai beaucoup été gêné par la conférence de presse commune entre Trump et Macron, parce qu'ils ont désigné l'Iran comme le facteur de déstabilisation du Moyen-Orient. C'est quand même assez prodigieux, puisque les 250 morts et 900 blessés qu'on a eu dans les rues de Paris n'ont pas été tués par des chiites, ils ont été tués par des salafistes, c'est-à-dire par des enfants mort-nés du wahhabisme saoudien. Donc on est sur quelque chose qui est de la schizophrénie absolue. Donc de ce côté-là, tout à l'heure je parlais seulement de menteurs et de mythomanes, là on peut rentrer dans la schizophrénie. Effectivement, le premier homme politique français qui commence à parler du salafisme pour parler des attentats en France et des problèmes de l'intégration de l'islam radical en France, c'est Valls après les attentats de Charlie. À ce moment-là, on commence à différencier l'islam et le salafisme. Mais jusqu'à maintenant, on ménageait complètement l'Arabie Saoudite. Et c'est le même Valls qui, quelques mois après, va en Arabie Saoudite et dit qu'on a 10 milliards de contrats en instance de signature. Moi, je les connais, ces 10 milliards, puisque c'est depuis que j'étais au ministère de la Défense, il y a toujours eu 10 milliards en instance. C'est comme la prévision sur les 6 mois iraniens. Et donc, ça ressort à chaque déplacement. Mais effectivement, il y a des accords très importants. L'Arabie Saoudite est notre plus gros client en moyenne lycée, si vous voulez, dans le domaine de l'armement, depuis pratiquement une trentaine d'années. Donc effectivement, le problème, il se pose de manière très simple pour la France, c'est est-ce qu'on met un embargo sur les armes utilisées au Yémen? Vous voyez bien que la discussion n'a pas commencé aujourd'hui en France. Delphino, vous pouvez réagir là-dessus? Alors, sur le Yémen, effectivement, c'est une guerre qui a été... La France est souvent interpellée. Hein, oui, c'est pas forcément eux qui donnent le plus d'armes, mais bon... Oui, les Britanniques donc, sont comme on aussi vend pas d'avion, si vous voulez, on peut toujours dire qu'on ne participe pas au bombardement. Ça, c'est déjà ça. Voilà. Oui, il y a une question sur les armes qui ont été vendues avant le début de la guerre. Et donc, il y a effectivement cette opération militaire qui a été engagée par la coalition, menée par l'Arabie Saoudite, mais avec les États du Golfe, avec le Maroc, etc. Et qui aujourd'hui est dans une impasse. Et en fait, je crois que même les Saoudiens aujourd'hui le reconnaissent. Pendant longtemps, ils ont dit on va gagner militairement. Malheureusement, peut-être ils le croient encore, mais ils reconnaissent aujourd'hui qu'il faut une solution politique de sortie de crise dans ce conflit. Et c'est là aussi où, encore une fois, même si on subit parfois des échecs, il faut continuer l'effort diplomatique. C'est pour ça que les E3, encore eux, on les retrouve, ont commencé des négociations avec les Iraniens, alors que c'est vrai que même les Saoudiens refusent absolument d'impliquer les Iraniens. D'ailleurs, ils refusent aussi de les impliquer en Syrie. On a dit, voilà, on va discuter avec les Iraniens, qui d'ailleurs, au début, n'avaient pas grand intérêt dans cette guerre au Yémen, mais il y a eu un tel effet d'opportunité qu'ils y ont trouvé leur compte. Donc on négocie les E3 avec les Iraniens pour essayer de trouver une sortie de crise au Yémen. Pour l'instant, on n'en a pas encore effectivement trouvé. C'est un peu plus compliqué. Il y a aussi des dissensions entre les Saoudiens et les Émiratis, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs stratégiques. On n'est pas là. Par contre, si on veut finir, je ne sais pas si on finit, mais sur une note positive, ce qui se passe en Irak et nous donne un petit peu plus d'espoir aujourd'hui. Bon, il y a eu des élections récemment. Et c'est un terrain où, moi, quand je discute avec des Iraniens et des Saoudiens, on arrive à peu près à s'entendre. En fait, ils arrivent à peu près à s'entendre
parce qu'ils arrivent à convenir du fait qu'il faut trouver un candidat ou un Premier ministre ou un gouvernement qui soit, on va dire, agréable plus ou moins ou convenable des deux côtés, où il n'y a pas d'approche sectariste en Irak. Et donc pour moi, c'est un terrain de jeu qu'il faut continuer à regarder, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de terrains d'inquiétude, la Syrie, le Liban, le Yémen, mais il faut garder un œil sur l'Irak. Leïla Sora, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais vu qu'on a resserré le questionnement sur la diplomatie française, quel regard vous portez sur la diplomatie française dans le dossier israélo-palestinien ? Là, justement, puisque l'émission s'appelle Le Grand Jeu, peut-être avant de parler de la diplomatie française, il faudrait parler de ce qui se profile pour la bande de Gaza et pour la Palestine. Justement, on parlait de cet axe ou de cette alliance entre Trump, Mohammed Ben Salman, les Égyptiens, les Émirats arabes unis. On sent que il y a une alliance tripartite, quadripartite, pour essayer de régler, de solder le problème palestinien. Alors, il y a énormément de rumeurs qui circulent. Régler, c'est-à-dire lâcher les Palestiniens, en gros ? Trouver une solution. Alors, pour les uns, c'est trouver une solution. Alors, on dit équitable. On sait très bien qu'elle ne sera pas équitable de toute façon, mais jusqu'où elle ne sera pas équitable, en fait. La question, c'est jusqu'où cette alliance, cet axe, donc disons Riyad, Le Caire et Washington, pour faire court avec Tel Aviv, sont en train de décider l'avenir des Palestiniens, l'avenir de la Palestine. On a rendu Jérusalem aux Israéliens. Qu'est-ce qu'on fait de la bande de Gaza ? Est-ce que la bande de Gaza, ça sera le futur État pour la Palestine ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et voilà. Et c'est vrai que dans cet axe, on ne comprend pas bien, parce que vous disiez tout à l'heure, finalement, que font les Américains ? C'est pas clair. En fait, c'est jamais clair, parce que dans les coulisses de la diplomatie, on ne comprend pas bien toujours ce qui se trame. Évidemment, les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Les intérêts des Égyptiens, c'est pas nécessairement de concéder une partie du Sinaï pour agrandir la bande de Gaza et pour rendre la bande de Gaza viable. On voit pas bien pourquoi les Égyptiens auraient intérêt à rentrer dans ce jeu-là, mais en tout cas, il y a des rumeurs qui circulent depuis un certain nombre de mois sur le fameux plan Trump. Alors, le plan Trump, pour la Palestine et pour Gaza, on ne sait pas ce que c'est. Mais tout ce qu'on sait, c'est jusqu'où on fera souffrir les Gazaouis. Est-ce qu'on les fera souffrir comme ça, ou on leur donnera un peu plus ? C'est ça le plan Trump. Donc les Gazaouis se demandent finalement le plan Trump. C'est est-ce qu'on asphyxie jusqu'au bout la bande de Gaza ? On sait très bien que là, il y a à peine d'eau potable à Gaza et pas de nourriture. Est-ce qu'on continue à imposer ces sanctions, y compris des sanctions imposées par Mahmoud Abbas ? Donc on voit bien aussi que le président de l'autorité palestinienne joue aussi un rôle. Pas nécessairement, alors on ne sait pas que ce soit vraiment volontaire de sa part, mais peut-être qu'il est lui-même contraint par l'ensemble de ces acteurs internationaux et régionaux à imposer des sanctions lui-même à la bande de Gaza. Ou est-ce que finalement, justement, on essaiera de trouver une situation de sortie de crise où un minimum d'assouplissement du blocus permettra aux Palestiniens de Gaza de survivre ? Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on les étouffe jusqu'au bout ou est-ce qu'on les laisse survivre ? C'est ça le soulève plan un peu la chape de plomb. Et dans tous les acteurs que vous avez cités, il n'y a pas la France. Mais sur la Cisjordanie, aujourd'hui, la colonisation est tellement avancée et les routes séparées et réservées aux Israéliens. On fait un espèce d'archipel, vous vous souvenez de cette carte qu'a fait le monde diplomatique. Il n'y a plus de viabilité d'un État palestinien en Cisjordanie. Donc c'est un enterrement de première classe, enfin malheureusement pas de première classe, de seconde classe. Et pour Gaza, c'est une horreur. C'est un camp d'internement à ciel ouvert. Alors, là, on s'embarque. Donc il n'y a pas de diplomatie, je veux dire. Il ne faut pas se leurrer derrière des mots. Moi, j'ai suffisamment participé à des négociations, on est content de faire un communiqué commun à la fin, mais qui n'a strictement rien apporté. Non, il y a un enterrement en cours des Palestiniens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas le plan Trump, c'est une espèce de dossier vide, mais qui balaye, qui l'utilise comme ça pour dire qu'il y a quelque chose. Mais il n'a strictement aucune intention d'accorder quelque droit que ce soit aux Palestiniens. C'est à peu près ce que je viens de dire. Mais je veux dire, c'est un enterrement. Il n'y a pas de diplomatie. Elle était un peu plus prudente, mais c'est sans doute le rôle de chercheuse. Enfin, après, on peut dire enterrement si on veut, mais ce n'est pas forcément les catégories que j'utilise. Oui, mais après, si vous me parlez de la diplomatie française, non, je pense qu'il n'y a pas de courage politique. Il y a un alignement sur Israël qui est un alignement que les gouvernements précédents ont aussi mis au jour. Enfin, je veux dire, il y a une continuité diplomatique qui est notable. Le président Macron ne s'est pas prononcé plus que ça sur... Ils ont annulé la visite du Premier ministre, hein, c'est ça. C'est la bon, seule décision. Un signe peut-être avec... condamné... je pense que vous êtes gentil, mais les condamnations n'étaient pas... il a dit que c'était des actes odieux.
Bon, il a dit que c'était des actes C'est quand odieux, même assez mais fort. il a dit une parole assez forte, le président. quand même assez c'est assez fort. Mais avant cela, je Donc, pense il qu'il va a être dit ça accusé pour le 14, la d'antisémitisme. journée du 14. Mais avant ça, il n'y a pas vraiment de volonté politique, en tout cas de la part de la France, d'imposer une vision, parce que la vision finalement de la politique étrangère de la France est alignée largement sur Israël depuis toujours. Donc évidemment, quand il y a 118 morts à Gaza, il faut dire un mot fort, parce que si on ne dit pas un mot fort, on passe à côté de l'immensité des condamnations politiques face à un tel carnage. On ne peut pas ne pas condamner, mais en fait c'est une condamnation qui s'inscrit juste dans une immédiateté et qui n'ira pas plus loin, en fait. Vous le savez très bien. Les condamnations de responsables politiques sont j'aurais- toujours pesées, sous-pesées. Voilà, au donc mot près, tout ça, elles c'est ont un une- jeu. Voilà. Non, non, justement, elles ont une portée Le communiqué importante. habituel, c'est d'Orsay, J'aurais c'est la France. une dernière question après moi, j'ai pour une Delfino, intervention. mais juste parce qu'on ne lui a pas donné la parole depuis longtemps. Manal Chirali, peut-être une dernière petite réaction et puis ensuite la dernière Sur question la pour clore le débat. diplomatie française au Moyen-Orient, il faut dire que ça fait plusieurs décennies que la France a perdu sa place au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on peut regretter que la France ne soit pas fidèle à sa tradition, à son héritage. C'est le pays des droits de l'homme et c'est la dernière chose qui rentre en ligne de compte des responsables politiques français. Alors, Delfino, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est la dernière question. Après, on arrête cette discussion. C'était une question peut-être voilà, un peu cash. Au fond, Macron est arrivé en tant que président de la République en disant « je vais rétablir le rang de la France sur la scène internationale ». Et pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous, pas forcément qu'à cause de lui, mais en tout cas échec sur l'accord de l'Iran. Il y avait promesse d'un groupe de contact sur la Syrie, ça n'a pas lieu. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les annonces peut-être un peu trop fortes qu'il avait faites et ce qu'il était en mesure d'obtenir ? Alors, je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, moi, j'ai coutume de dire, il nous a fallu 12 ans pour négocier le JCPOA. Donc, je pense que si au bout d'une année, on s'était dit, on s'est déjà confronté à un échec, on va abandonner, on ne serait jamais arrivé nulle part. Enfin, quand on pratique un petit peu la diplomatie et qu'on est un observateur de longue date, on se rend compte que oui, en fait, il faut plusieurs échecs pour arriver à un succès. Maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a eu que des échecs. Effectivement, sur le nucléaire iranien, il l'a reconnu, n'a pas réussi à convaincre le président Trump. En revanche, on continue à avoir cette négociation et ce rapport quand même étroit. Je pense que c'est important, le rapport qu'il a établi, la relation même, on va dire, personnelle qu'il a établie avec le président Trump. Ça ne veut pas dire qu'on apprécie la personnalité du président Trump. En revanche, et moi je le soutiens complètement là-dessus, je pense qu'il faut continuer de parler à tout le monde parce que c'est pas en adoptant justement une stratégie américaine ou en disant on met pression maximale, on fait simplement les sanctions et on espère qu'il va y avoir un changement de régime en Iran. Ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché en Irak, ça n'a marché nulle part, ça n'a pas marché en Libye non plus. Donc voilà. Après, il y a eu quand même quelques actions fortes. Bon, on peut revenir sur le sauvetage du Premier ministre libanais, qui était quand même un coup diplomatique assez brillant, avec, donc, quand il était effectivement en Arabie Saoudite, qu'il est repassé par la France, qu'il est revenu au Liban. Et sur la Syrie, oui, on continue de parler. Effectivement, on n'est pas encore arrivé à un résultat concret, mais en même temps, un an, c'est long, mais c'est aussi pas très long. En revanche, ce qui est vrai, et je pense le dire de manière assez objective parce que je me déplace beaucoup, le leadership de la France est de nouveau reconnu sur la scène internationale, y compris au Moyen-Orient. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, si vous mettez de côté l'Arabie Saoudite et Israël, qui effectivement sont complètement alignés sur les États-Unis, tous les acteurs se disent qui est le véritable interlocuteur, qui est le véritable médiateur, y compris les Iraniens, c'est la France et l'Union européenne. C'est bien vous qui le dites. Juste un mot. Non. Je crois qu'on ne se méfie pas assez de la conjonction qui est au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, qui est un mélange de Carter et de Bush, c'est-à-dire vous avez les néoconservateurs qui reviennent, Bolton en fait partie, et vous avez autour de Trump un conseil évangélique qui s'est constitué, parmi lesquels vous avez un certain nombre de téléprédicateurs qui, par exemple, ont qualifié Saddam Hussein de nouveau Nabucodonosor pour légitimer la guerre d'Irak, qui ont expliqué le déplacement de l'ambassade vers Jérusalem. Cette alchimie-là sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter, ni avec les néoconservateurs, ni avec les évangéliques. Donc, bonne chance. Alors, J'ai discuté avec eux la semaine dernière. On va s'arrêter là.